Mesdames et messieurs, bonsoir. Pendant que les Palestiniens se meurent et au moment même où je vous parle, Gaza subit l'un des plus violents bombardements depuis le début des opérations d'épuration, et pendant que les Palestiniens, eux, sont en train de mourir, les dirigeants occidentaux se précipitent pour montrer patte blanche à Netanyahou, un comportement choquant et totalement inadmissible de la part des dirigeants, essayant toujours d'en faire plus pour satisfaire leurs alliés sionistes et rentrer dans le cercle de sa bénédiction. Un véritable ballet funeste entre les capitales européennes et Israël, tous à court avec leurs mines décomposées, témoignant. Et comment ne pourrait-il pas, ou pourrait-il en être autrement, leur compassion pour les victimes des colonies sionistes, et ne disent rien, ne disent pas mot sur les Palestiniens. Juste à côté, et loin de la pièce théâtrale de très mauvais goût qui se joue devant les objectifs des caméras, se joue la grande tragédie, la véritable tragédie des Palestiniens, abandonnés à leur sort et au bombardement sans merci de cette entité sioniste et colonisatrice. L'Occident se positionne et sort la grande artillerie, l'arme médiatique, et la désinformation commence et n'en finit pas. Acte 1, une tragédie s'est écrite en 1948, suivie d'une deuxième. Un autre acte, en 67 et 73, la sentence est prononcée, le peuple palestinien est voué à l'errance, ironie de l'histoire. L'acte 4 est en train de s'écrire. Que réserve-t-on à Gaza et quel plan lui prépare-t-on? Le débat est lancé. Pour commencer, nous saluons d'abord nos invités, Akram Belkaïd, rédacteur en chef au Monde diplomatique, et Hamdan Addamiri, coordinateur de la communauté palestinienne en Belgique. Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, d'abord, l'émission devait parler de beaucoup de sujets concernant ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, y compris l'assassinat ou le ciblage des journalistes, par exemple palestiniens, y compris le fait que l'aide n'arrive pas ou arrive au compte-gouttes, y compris le fait que justement il y a un traitement médiatique qui est très injuste, en tous les cas très partial. Et donc aujourd'hui, on se retrouve au moment même où je vous parle, Gaza est sous les bombes de l'entité sioniste. Depuis ce matin, les bombardements n'ont pas cessé. Ils se sont accentués avec la tombée de la nuit, parce que la nuit, c'est plus propice pour bombarder Gaza, parce que pour effrayer la population, comme nous le voyons. Donc, sur l'écran, les images sont en direct. Il semblerait même que cette petite lumière est un signe d'accalmie, puisque de toute façon, tout à l'heure, c'était des combats virulents, les plus acharnés, les plus violents depuis l'opération des bombardements sur Gaza. Donc, Gaza coupé du monde, Gaza sous les bombes. Et les informations qui parviennent ces dernières minutes parlent d'une offensive terrestre qui serait imminente. Pour commencer avec vous, Akram Belkaïd, alors j'allais dire aujourd'hui, Gaza est sous les bombes et le cauchemar ne s'arrêtera-t-il donc pas, d'autant plus qu'on parle de plus en plus d'une opération terrestre imminente. Alors, y aura-t-il une opération imminente à Gaza? Écoutez, pour être franc, je n'en sais pas grand-chose. C'est évident qu'il y a d'abord un déferlement, c'est la stratégie habituelle que l'armée occidentale utilise aujourd'hui, c'est-à-dire les bombardements aériens avec une dévastation au sol, pour ensuite éventuellement intervenir par le biais des tanks, des chars d'assaut et de l'infanterie. C'est des choses qu'on a déjà vues par le passé, en 2008-2009, en 2014, plus récemment en 2020-2021 à Gaza. On a vu ça en 2006 aussi au Sud-Liban, parce que Hezbollah et Israël ont combattu pendant 33 jours. Il y a toujours une offensive aérienne dense, intense, qui ne fait aucun cadeau aux civils. Et ensuite, une fois que les armées qui ont bombardé se sont plus ou moins protégées, elles vont aussi. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, pour rebondir sur vos explications, une nuit terrible se prépare à Gaza, et effectivement, on ne voit pas qui aujourd'hui peut arrêter ça, dans la mesure où les pays occidentaux ont donné d'une manière ou d'une autre carte blanche à Tel Aviv pour
qu'elle a envie de faire aux Palestiniens. Et je compléterai votre propos, parce que c'est important de le dire, il y a dans le monde arabe, la Ligue arabe, une impuissance arabe qui est totalement incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les pays arabes, alors que dans les années 70, les années 80, ils étaient capables de cette pression, ne serait-ce que sur l'ONU et sur les États-Unis pour exiger qu'il y ait des pressions sur Israël. Aujourd'hui, le monde arabe condamne, laisse organiser des manifestations, mais on sent bien son impuissance, on sent bien son incapacité, parce que lui-même, ce monde arabe, est totalement divisé par rapport à la normalisation que certains pays arabes ont entamé avec Israël. Oui. Ils ont discuté, ils ont négocié avec Netanyahou. Donc Netanyahou, pour lui, il a un boulevard devant lui et il peut faire ce qu'il peut. Oui, très bien, Akram Belkaïd, on va donc vous revenir vers vous. Hamdan Damiri, vous qui êtes coordinateur de la communauté palestinienne en Belgique, hier, il y a eu une grande manifestation justement devant le siège de l'Union européenne. Dites-nous comment d'abord c'est passé et qu'est-ce qu'il y a eu après donc, cette manifestation comme décision ou comme prise de position. En fait, hier soir, donc à l'appel de la communauté palestinienne, nous avons lancé un appel de rassemblement à centaines de mètres, là où les chefs d'État et de gouvernement européens étaient réunis jeudi soir. Et notre objectif était justement, c'est d'appeler le sommet européen de modifier, je dirais, les positions qu'il a prises dernièrement, et surtout par le biais de la chef de la Commission européenne, la présidente de la Commission européenne, qui s'est rendue à Tel Aviv, comme d'autres chefs d'État européens, malheureusement, mais qui, elle avait des positions très loin de ce qu'on connaît de l'Union européenne dans ce conflit, et il était vraiment, on dirait qu'il va adhérer à l'armée israélienne presque pour aller combattre les Palestiniens. Bref, donc nous avons appelé les chefs d'État réunis à Bruxelles d'opérer un début d'une modification, et nous les avons appelés aussi à être favorables à un cessez-le-feu immédiat, parce que nous considérons que les trois priorités maintenant de ce conflit, c'est d'abord un cessez-le-feu immédiat, deuxièmement c'est l'entrée de l'aide humanitaire, de l'eau, de l'électricité et des médicaments pour la population de Gaza, mais aussi d'aller cette fois-ci concret dans la levée de ce qu'on appelle le blocus de Gaza, où les habitants de Gaza depuis 2007 jusqu'à maintenant sont l'objet de ce blocus qui est criminel et mortel, même à la reconnaissance des Nations Unies et des institutions internationales. Maintenant, on sait qu'aujourd'hui, le communiqué final de ce sommet, il sortira, mais on a déjà vu des déclarations de président du Conseil européen, M. Charles Michel, et on a dans ces déclarations, ces notes qu'il a données à la presse, que l'Union européenne n'appellera pas à un cessez-le-feu immédiat, mais elle va appeler à des couloirs humanitaires pour faire entrer de l'aide, mais aussi à certaines pauses dans les combats, mais pas un cessez-le-feu, c'est-à-dire l'arrêt total. C'est ça, le cessez-le-feu, c'est l'arrêt total des hostilités. Non, bien sûr. Donc malheureusement, l'Union européenne elle va dans ce sens-là, et c'est dommage pour l'Europe de continuer, je dirais, son passé colonial vis-à-vis des Palestiniens, parce qu'après tout, si l'État d'Israël existe, c'est parce que l'Europe elle a voulu que l'État d'Israël existe, et on connaît bien l'histoire, comment c'est passé dans les années 30, 40, etc. Voilà. Très bien, Monsieur Hamdan Damiri. Alors, on va voir les images. Je demanderai à notre réalisateur de nous montrer les images de Gaza sous les bombardements en ce moment même. Vous voyez, c'est vraiment le noir. Alors, je vous laisse imaginer toute une population sans électricité, sous le noir et sous les bombardements. Ça se passe de commentaires. Nous avons aussi des images de Khan Younes, si on peut les voir. Si on peut distinguer en plus avec... voilà, nous avons des images. Service d'urgence, l'hôpital. Donc on continue à Khan Younes.
à évacuer des blessés ou ramener des blessés. Je ne sais pas si c'est possible dans ces conditions. Monsieur Akram Belkaïd, revenons donc, oui. En attendant que... Enfin, je ne sais plus quoi dire parce que là, c'est très... Pardon. Monsieur Akram Belkaïd, alors, tout à l'heure, Hamdan Damiri parlait, il disait que... Alors... il disait que justement l'Union européenne n'a pas pris cette décision justement d'arrêter, de faire un cessez-le-feu, d'arrêter les hostilités. Et bien c'est la même chose. Hier, le Conseil de sécurité a été dans l'incapacité de prendre une décision d'arrêt des hostilités contre Gaza afin de permettre à cette population meurtrie de respirer. Pourquoi aujourd'hui cette communauté internationale n'arrive pas à franchir ce pas minimum, celui de dire à l'entité sioniste juste de faire un cessez-le-feu, comme ce fut le cas, je le disais dernièrement dans mes émissions passées, en 1973, lorsqu'il y avait la coalition arabe qui était, je dirais, en victoire sur l'armée sioniste. Excusez-moi. Écoutez, c'est malheureusement la loi du plus fort qui prime aujourd'hui. On a un monde qui a toujours, qui vit dans les décombres de ce qui s'est passé dans les années, dans la Seconde Guerre mondiale et les institutions qui ont suivi. Il se trouve qu'au Conseil de sécurité, on a un certain nombre de pays qui ont un droit de veto, et ce sont les États-Unis qui, de manière systématique, depuis maintenant plusieurs décennies, à part quelques exceptions près, ont toujours opposé leur veto à la moindre initiative qui pourrait mettre Israël en difficulté. C'est ça le vrai problème. Et on voit bien que les autres membres du Conseil de sécurité sont dans une position plus ou moins attentiste, même s'ils n'en pensent pas moins. Je pense notamment à la Russie et à la Chine, qui ont des positions pour le moins, je dirais, ambivalentes, pour ne pas dire ambiguës. Et ça, c'est quelque chose de très important à mettre en avant. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être très critiques à l'égard de ce que les Israéliens font aux Palestiniens, mais ils ne sont pas dans une position où ils vont hausser le ton pour dire aux États-Unis, maintenant ça suffit, la paix dans la région, mais aussi la paix mondiale, dépend d'un cessez-le-feu, dépend d'une aide humanitaire aux Palestiniens, et donc cette situation-là se maintient. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit camarade à Bruxelles, en Belgique, c'est-à-dire que c'est une situation coloniale, c'est-à-dire que nous avons affaire à un État colonial qui a su se doter des protections les plus importantes sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, et qui aujourd'hui profite de cette situation. Et on est dans un monde de double standard, c'est-à-dire d'un monde où quand la Russie envahit l'Ukraine, donc quand la Russie viole le droit international en envahissant son voisin ukrainien, les condamnations et les sanctions sont immédiates et elles continuent de l'être, alors que lorsque Israël multiplie les violations du droit international en ne respectant pas certaines résolutions de l'ONU, des Nations Unies, eh bien il n'y a aucune sanction. Ce qui m'inquiète dans la situation actuelle, c'est que on sait très bien qu'on a affaire à un gouvernement israélien d'extrême droite et de droite messianique qui a pour but d'expulser on va revenir vers Gaza, mais aussi. Alors, on va revenir vers Akram Belkaïd, dont on a un petit problème donc avec le problème technique, ça va être rétabli. Hamdan Damiri, s'il vous plaît. L'aide humanitaire annoncée a connu quelques dysfonctionnements. Certains rapportent que des membres de services de renseignement, lors de cette ouverture du passage de Gaza pour justement acheminer l'aide humanitaire qui a été faite, il faut le dire, au compte-gouttes, avec beaucoup de parcimonie, a permis, en premier lieu, c'était le prétexte de l'aide humanitaire, mais en premier lieu, les informations parlent du passage ou de l'accès ou de l'entrée sur Gaza de renseignements américains et sionistes, le Mossad en question, pour justement essayer de localiser ce qu'on appelle les tunnels de Hamas pour pouvoir
justement aller vers une opération imminente. Cela fait une semaine de cela. Et aujourd'hui, on parle justement de l'imminence de cette opération terrestre sur Gaza. En fait, avant-hier, donc on a parlé d'une incursion dans le nord de la bande de Gaza, dans la région de Beth Hanoun et Beth Lahia, d'une unité israélo-américaine spécialisée, je dirais, dans ce genre de techniques. C'est de voir où se trouvent certains tunnels dans lesquels, je dirais, les résistants palestiniens se trouvent. Mais ils étaient reçus par une résistance armée par les résistants palestiniens qui se trouvent sur place là-bas. Et finalement, ils ont dû donc revenir dans les territoires qu'on appelle israéliens. Ça n'a pas marché. Donc pour l'instant, est-ce qu'il y aura un cessez-le-feu ou non? Moi, je suis de ceux qui disent que des incursions dans des dizaines de mètres à l'intérieur du territoire de Gaza, il y aura toujours, mais une offensive, je dirais, terrestre, vaste et large, etc. Là, il y a, à mon avis, il y a beaucoup de difficultés côté israélien. Et ces difficultés, d'abord, c'est est-ce que l'armée israélienne actuellement, après ce qu'elle a vu le 7 octobre, est-ce qu'elle est prête de se lancer dans cette offensive? Et deuxième chose, il y a aussi ce qu'on appelle les inconnus, c'est-à-dire les surprises que les organisations palestiniennes peuvent les avoir ou les utiliser si jamais l'armée israélienne entre à Gaza. Et le troisième élément, à mon avis, qui ne joue pas en faveur d'une offensive large, terrestre, c'est justement l'élargissement ou l'extension de ce conflit. On sait très bien que pour l'instant, dans le sud de Liban, il y a des accrochages entre l'armée israélienne et les combattants de Hezbollah. Et il faut de peu de choses pour que ça s'élargisse. Et on sait très bien que toute la stratégie américaine maintenant dans la région vise un objectif. C'est vrai, laisser les Israéliens continuer leur sale boulot, mais aussi l'objectif principal stratégique pour les Américains maintenant, c'est de ne pas élargir ce conflit, de ne pas se trouver dans un conflit régional, dans lequel il y a d'autres forces, d'autres puissances qui entrent en jeu à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle le président américain était en Israël, le ministre de la Défense il était 2 fois en Israël, le chef d'état-major il est parti là-bas, etc., etc. Donc toute la stratégie américaine vise justement à ne pas se trouver dans un conflit régional ouvert où plusieurs acteurs jouent dans ce conflit-là. Oui. Je pense que moi, personnellement, je suis plutôt dans l'analyse qui dit que des incursions, oui, continuer le bombardement contre la population civile palestinienne, détruire le maximum pour peut-être obliger une partie des Palestiniens de se déplacer vers le sud et pour qu'ils soient tout près de territoire égyptien. Je pense que les Israéliens vont continuer dans ce sens-là. Et en attendant, est-ce que d'autres éléments entreront dans ce conflit-là? En tout cas, pour l'instant, moi, oui. je ne suis pas de ceux qui disent qu'il y aura une offensive terrestre large. Justement, M. Hamdan Damili, alors, on vient de l'apprendre à l'instant, il y a eu un communiqué de l'armée sioniste selon certaines sources, bien entendu, et je me tourne vers vous, Akram Belkaïd, que l'opération terrestre a commencé. Donc, je dis selon certaines sources. Pendant ce temps, la Maison-Blanche, elle, vient de déclarer que peut-être il est nécessaire d'aller vers une trêve humanitaire. Alors, une déclaration de la Maison-Blanche d'aller vers une trêve humanitaire, alors que l'armée sioniste, de l'entité sioniste, elle, déclare que l'opération terrestre a commencé. Justement, M. Akram Belkaïd, si cette opération commence, quelles en seront les conséquences sur la bande de Gaza, déjà pratiquement moitié détruite? Il faut craindre le pire pour les populations civiles. Ça me paraît évident. Malheureusement, c'est terrible ce qui va arriver aux gens de Gaza. Ils ont déjà vécu ça, ils ont déjà vécu des incursions. Je crois que la population de Gaza a compris quelque chose, c'est que on était en train d'essayer aussi de la pousser à partir, notamment à partir dans le sud, voire dans le Sinaï,
que ça voulait dire une nouvelle Nakba ou une nouvelle Naksa. Donc elle a fait le choix, beaucoup de Palestiniens le disent, il faut le répéter, qui préfèrent rester à Gaza et mourir plutôt que de partir. Et donc on a ce danger pour les populations civiles. Maintenant, les combats terrestres, c'est une autre donne. Je rappelle que dans la guerre entre le Hezbollah et Israël en 2006, l'offensive terrestre de l'armée israélienne a été stoppée et que le Hezbollah a infligé de gros dommages à l'armée israélienne dans les combats terrestres. Et ça, l'état-major israélien le sait très bien. Et donc, c'est ça sa réticence, c'est pour ça qu'il a beaucoup utilisé l'aviation pour essayer de saper au maximum les capacités de résistance du Hamas pour pouvoir avancer et éventuellement débusquer des otages. On va retrouver des otages, des prisonniers de guerre, des militaires, etc. Sur la question des États-Unis, il est en train de se passer quelque chose tout de même d'assez important et d'assez intéressant. Oui. Il faut le dire à nos auditeurs, c'est qu'une grande partie de l'opinion publique américaine n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, et notamment parce que ça doit être dit et ça doit être répété, et notamment au niveau de la communauté juive américaine, dont une partie aujourd'hui est mécontente, proteste contre cette guerre et menace de ne pas voter pour M. Biden aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu dans à peu près un an. Et donc, c'est une donnée de politique intérieure aujourd'hui américaine qu'il faut prendre en compte, et cela explique peut-être pourquoi maintenant la Maison-Blanche commence à parler d'une trêve humanitaire. Il y a une dimension de politique intérieure aux États-Unis qui n'est pas négligeable, avec une grande partie de l'opinion publique, y compris juive, aux États-Unis, qui est absolument révulsée, et on le voit aux manifestations qui se déroulent un peu partout en ce moment aux États-Unis, qui est contre cette guerre et qui envoie un message à M. Biden en lui disant « si ça continue comme ça, nous ne voterons pas pour vous en 2024 ». Oui, très bien. Monsieur Akram Belkaïd, je voulais juste vous poser cette dernière question. Au fait, pourquoi la communauté internationale aujourd'hui, et je dis par là le Conseil de sécurité, par exemple, qui a le pouvoir de dénoncer ou même de prendre une décision d'arrêter les hostilités, l'Union européenne qui a aussi ce pouvoir, on a l'impression qu'ils sont tous de concert et de connivence pour qu'aucun mot, que rien ne soit dit sur l'arrêt des hostilités. Alors, est-ce qu'on attend, par exemple, un objectif? Est-ce qu'un objectif n'a pas encore été atteint et qu'on ne donnera ce mot d'ordre qu'une fois cet objectif atteint? Et quel serait-il selon vous, mais brièvement? Écoutez, moi je pense que c'est surtout lié au droit de veto américain. C'est la puissance mondiale aujourd'hui qui fait la pluie et le beau temps dans la planète, et on n'en est toujours pas sorti. On voit bien que les Européens sont totalement à la ramasse, et d'abord ils sont incapables de s'entendre entre eux, puisqu'il y a des voix dissonantes. Je rappelle qu'il y a des gouvernements européens qui sont très très révulsés et qui l'ont fait savoir, l'Espagne par exemple, oui. L'Irlande aussi, et que vous avez d'autres pays qui sont totalement pro-israéliens, je pense notamment à la Hongrie. Est-ce qu'il y a une capitale arabe qui a convoqué l'ambassadeur de Hongrie pour lui demander des explications, par exemple? Non, et c'est ça qui est regrettable. Et donc, effectivement, le Conseil de sécurité peut très bien se réunir. Il peut y avoir des propositions de résolution, comme celle que le Brésil a présenté, mais à chaque fois, ça se heurte au veto américain. Très bien, merci beaucoup, M. Akram Belkaïd. Merci à vous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc rédacteur en chef du quotidien Le Monde diplomatique, que vous étiez avec nous depuis Paris par téléphone. Merci également à Hamdan Damiri, coordinateur de la communauté palestine en Belgique. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à nos questions. Et on se retrouvera demain. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On se retrouvera, ou vous retrouverez l'échiquier international demain pour un autre numéro consacré à la Palestine. Au revoir.